Cette arrivée décalée de Braktia est due à la trop grande décontraction du personnage, excellente au demeurant pendant le combat, qui lui fait conserver le même rythme de vie et le même rythme de marche. Elle mue quelquefois en indolence. Quelques compagnons ont ainsi réussi à positiver les contraintes de la guerre. Les camps de réfugiés à proximité de la frontière algérienne leur ont donné la possibilité de rapprocher épouse et enfants. Ceux qui, parmi ces braves guérilleros, atteignent un certain niveau dans l'échelle du commandement en profitent. Ces petits privilèges auto-octroyés exaspèrent Abderrahman Ben Salem. Quand l'éclipse de ses compagnons se prolonge, il va en personne les tirer de leur gourbie pour leur rappeler que Dzaïr est encore en guerre. Pour l'heure, Dzaïr de Ben Salem, c'est l'ALN combattante, professionnelle et disciplinée. Mais Ben Salem est réaliste. Il sait aussi qu'il faut de tout pour faire une ALN. Au moment de reprendre ma place, j'entends le tintement d'une clochette. Quelque chose vient de se passer au poste. Il ne peut s'agir que d'une alerte. Le bruit sourd des départs des canons de 75 mm provenant de la base de feu de l'Ayachi se fait entendre à 1h15, puis le fracas des obus qui explosent. Nos mitrailleuses lourdes entrent à leur tour dans la danse. L'artillerie ennemie ajuste des tirs sur la base de feu de l'Ayachi. Le feu de mes propres canons et de mes mitrailleuses provoque en retour une vigoureuse riposte. Les obus ennemis éclatent autour de nous. Profitant d'une accalmie, je fonce vers l'arrière où retentissent des cris. Les infirmiers s'affairent autour des blessés. Je regroupe mes hommes et demande à l'Arbis et l'Hassan de se mettre à leur tête et de se replier vers notre base de départ. J'étais convenu à l'avance avec une douzaine d'éléments qu'une fois la mission de la base de feu terminée, nous nous porterions en avant pour participer aux assauts. Puis, éviter les méprises. Pour éviter les méprises, nous arborons un morceau de tissu multicolore de forme rectangulaire. Il est porté sur un des avant-bras. Une de ces couleurs était ce jour-là notre signe de reconnaissance. En cours de route, un homme faisait partie de l'unité de l'Ayachi, vient à ma rencontre. À sa mine, je comprends que quelque chose de grave s'est passé. Ayant ouvert le feu le premier, le détachement de l'Ayachi, très près du poste, a essuyé le gros de la riposte. Le Djundi m'annonce que l'Ayachi est grièvement blessé, mais que Abdallah Sennani, chef de la batterie des 75 mm, a pu se replier avec l'ensemble des autres blessés et des matériels. Une des pièces a été détruite. Je ne peux rien tirer d'autre du messager. L'Ayachi est encore sur place, répète-t-il choqué. Je me fais accompagner de Abdallah Beshani, un de mes artilleurs, et je fonce vers la base de feu. Si j'avais su dans quel état j'allais trouver le malheureux l'Ayachi, j'aurais pris avec moi 3 ou 4 hommes de plus. Je découvre l'Ayachi sans vie, ainsi que Mohamed Abbas Chayib et l'officier qui commande en second les batteries de 75 mm. L'emplacement est creusé de cratères. Je me demande comment les autres ont pu échapper à une telle concentration d'obus. Les lumières des lucioles que larguent sans cesse les avions renvoient l'image d'un Abbas qui semble sommeiller, couché paisiblement sur le dos. Les deux autres sont recroquevillés. Leurs postures traduisent les souffrances de l'agonie. Je me penche sur l'Ayachi et tente de le soulever. Mon bras s'enfonce dans son corps tant sa blessure est large et profonde. Il a pratiquement été coupé en deux par une tranche d'obus. Je retire mon bras dégoulinant de sang. Je tente de déplacer le corps inerte, mais je m'aperçois vite qu'il est impossible de le faire, même avec l'aide de Beshani. Nous avons 2 autres compagnons à transporter. Je laisse Beshani sur place et rejoins la piste qui mène vers le col. Je compte demander de l'aide aux éléments des équipes d'assaut qui sont en train de se replier. Les quelques éléments que je rencontre traînent tous des blessés. Je rebrousse chemin et essaie encore une fois avec Beshani de déplacer les corps. Quand l'aube pointe à l'horizon, nous n'avons réussi à faire à peine une centaine de mètres. Nous cachons les 3 cadavres dans un talweg. En grimpant le long du jbel, des mortiers de 60 mm nous prennent à partie durement. Quand enfin nous passons le col, les premiers rayons du soleil commencent à embraser l'horizon. Je me dirige vers les positions de la 3e compagnie du 39e bataillon que commande Salah dit Nehru. Le commandant Ben Salem m'attend, l'inquiétude marque son visage. Je lui annonce la mort de l'Ayachi. Me voyant couvert de sang, il baisse la tête, reste silencieux, un bon moment, comme s'il se recueillait. L'Ayachi, avant de rejoindre mon unité, avait été longtemps son compagnon. Le chef de la zone nord cache difficilement sa peine. Quand il lève enfin la tête, ses yeux sont embués.
Il me dit d'une voix altérée d'aller me reposer. Je tempère. Malgré ma fatigue, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Je suis hantée par l'image de l'Ayashi. J'ai vu beaucoup d'horreurs, mais le souvenir de mon ami coupé en deux et mon bras pénétrant dans ses entrailles encore frémissantes, entrant pendant longtemps mes cauchemars. Je sens au plus profond de mon âme l'odeur du sang et des tripes de ce corps que j'ai traîné jusqu'à l'extrême limite de mes forces pour le ramener afin qu'il ait une sépulture décente. Autour d'El Guerd, les résultats sont encore plus mitigés. Nous pensions avoir mis toutes les chances de notre côté pour emporter les places ennemies, mais les résultats sont décevants. Le fort d'El Guerd, situé tout près de la frontière, est protégé par une ceinture de blockhouse en béton, positionnés dans des endroits dominants à une distance variable du bâti principal. Le plus éloigné de ces blockhouses n'est qu'à une trentaine de mètres de cet ouvrage principal auquel il est relié par des boyaux étayés et solidement couverts qui permettent aux occupants de se replier en cas de forte pression. C'est ce qui est arrivé ce soir-là. Après avoir emporté la majorité des redoutes, les Moudjahidines sont arrivés jusqu'au mur d'enceinte de la caserne. Les seules armes efficaces sont les LTZ, mortiers de grand calibre fabriqués dans nos armureries. Ils sont capables d'envoyer une charge explosive d'une dizaine de kilogrammes sur près d'1 kilomètre. Les soldats français, retranchés dans des ouvrages enterrés, ont reçu un grand nombre de ces bombes. Les flammes qui se dégagent des points d'impact sont visibles de très loin. Mais les dommages qu'ils ont occasionnés n'ont pas été suffisants pour faire capituler la position. Les batteries de Bornen non neutralisées ont fait le reste. Seul le 19e bataillon a réussi en partie sa mission. Slim Saadi a, en effet, préféré se passer des appuis-feu. Il a procédé à une approche silencieuse jusqu'au barbelé du poste de Khmiset. Sa manœuvre se révélera excellente puisqu'il réussira, profitant de l'effet de surprise, à couper les barbelés bien avant le déclenchement des feux d'appui. Dès les premières explosions des obus de 75 mm, son équipe, composée en majorité de cadres, bondit à l'assaut, surprenant les soldats encore endormis. La surprise est totale. Des soldats qui s'étaient ressaisis interviennent alors et transforment le combat en corps à corps. Il y aura beaucoup de jets de grenades. Subissant contre-attaque sur contre-attaque, l'unité d'assaut se replie mais en ramenant des prisonniers et du matériel dont une mitrailleuse Hotchkiss. L'audace des Moudjahidines est attestée par le nombre élevé de blessés dans leur rang. Slim Saadi est lui-même atteint ainsi que son adjoint Saïd alias l'Indochine. Ahmed Werd, dit El-Wahrani, le ventre criblé d'éclats de grenades, décédera 10 jours plus tard à l'hôpital. Avant d'attaquer les postes de Gwerd et d'El Hamri, j'ai beaucoup travaillé avec le 19e bataillon de Saadi. Nos pièces de DCA guettent les avions dans l'espoir d'en abattre quelques-uns. Nous déployons l'ensemble de nos mitrailleuses dans des emplacements bien protégés et nous attendons patiemment que les avions nous survolent. Dès qu'ils sont à portée de notre DCA, nous ouvrons un feu d'enfer. Les pilotes remettent alors les gaz pour dégager en catastrophe. Souvent, les avions, malgré les appâts que nous dressons, restent hors de portée de nos armes, attendant l'intervention des B-26, sûrs ces derniers de leur blindage et de la puissance de leur armement. Nous attaquons périodiquement le poste de Ain Zana au moyen de mortiers de 82 mm. Nous avons en Kef Darja un poste idéal pour exécuter des tirs par-dessus obstacles. L'obstacle est un angle mort pour l'ennemi, nous met à l'abri des tirs courbes. Lorsque l'artillerie intervient à partir de Ain Zana et du poste de Tarat, installé en retrait, elle ne peut absolument pas nous atteindre. Les obus explosent soit contre le flanc rocheux du mont, soit en contrebas loin de nous. Nous prenons tout notre temps comme à l'exercice pour ajuster nos cibles. Le pic rocheux d'une dizaine de mètres de hauteur surplombe une pente qui descend jusqu'à la rivière Mjarda, qui longe la ligne de chemin de fer menant de Souqaras jusqu'à Tunis. Nous préparons à l'avance nos obus et les disposons à portée des pièces. Le rocher qui sert d'écran nous offre une impunité totale. Nous utilisons des batteries de 6 ou parfois 12 mortiers d'un coup, installés en parallèle, 1 à 2 pièces directrices suffisent pour gagner plus de temps dans les réglages de précision. Des sections d'infanterie se portent près du poste pour harceler, observer et contrer toute sortie. Il est loin le temps où l'ALN, encore inexpérimentée, se faisait massacrer en rase campagne.
Nous répétons souvent ce genre d'action, compte tenu de leur efficacité. Nous restons sur place après le harcèlement, laissant l'ennemi épuiser sa rage. Nous nous replions une fois le calme revenu en longeant la ligne de chemin de fer jusqu'à nos bases de départ. La marche sur la voie ferrée est pénible. Nous réglons nos pas sur l'intervalle qui sépare les traverses l'une de l'autre, donnant l'impression de sportifs en compétition dans une épreuve de marche. Je me trouve toujours à Oued Zen lorsque le 19e bataillon subit un revers à un endroit que je connais bien, un tunnel où passe la ligne de chemin de fer qui, s'il est laissé libre, permettrait aux militaires français d'atteindre le gros du bataillon de Slim Saadi. Ce tunnel est donc constamment occupé par nous pour interdire toute incursion adverse. La mission incombe habituellement à une des sections du 19e bataillon. Une sentinelle placée sur le monticule qui surplombe le tunnel, d'où elle a une vue assez dégagée, évite à l'unité de se laisser surprendre. Ce jour-là, la sentinelle n'est pas à la place qu'il faut, si bien qu'elle ne s'aperçoit de la présence de l'ennemi qu'une fois celui-ci sur elle. Elle donne quand même l'alerte. Les hommes, en sortant du tunnel, n'ont pas le temps d'occuper une position idéale et n'ont d'autre choix que de traverser l'oued distant d'une centaine de mètres à peine. Ils prennent place au bas d'une position à peine couverte par une maigre végétation. Ils cherchent à causer le maximum de pertes aux militaires éparpillés par petits groupes. Sur les 36 éléments de notre section, un seul rescapé qui, bien que blessé, arrivera à se replier. Les moudjahidines acculés vendent chèrement leur vie. L'officier français, peut-être pour rendre un hommage à leur bravoure, ou plus vraisemblablement pour la photo du tableau de chasse, aligne côte à côte leurs corps intacts dans leur tenue. Le chef de la section, identifié certainement à son arme, a été allongé à l'écart, sa carabine à côté de lui. Quelque temps après, je me rends sur place en compagnie de Slim Saadi, l'arbre derrière lequel se sont abrités un lieutenant et 3 militaires français et complètement hachés par un tir de bazooka. Les flaques de sang marquent encore le sol, témoignant de la violence du combat. Parmi les projecteurs installés par les Français pour mieux surveiller la ligne, celui de Khenguetaoun nous cause le plus de gêne. Ce projecteur revient constamment dans nos conversations. Chacun de nous a son petit truc pour éviter d'être pris dans le faisceau lumineux. Mais ces différentes recettes ne sont qu'astuces de Sioux. Je pense, pour ma part, qu'un petit obus de 75 mm vaut mieux que les reptations ou les camouflages. Sitôt décidé, sitôt exécuté. Je planifie donc avec les responsables du 13e bataillon une attaque qui englobera, pour mieux faire, la majorité des postes entourant Khenguetaoun, y compris une diversion préalable. Je choisis le plus doué de mes artilleurs, un immigré envoyé par la Fédération de France, un véritable virtuose du 75 mm. Si Dieu lui a prêté vie et s'il lit ses lignes, il se reconnaîtra pour sûr. L'approche étant difficile, l'ouverture du feu est laissée à mon initiative. Le projecteur est placé sur un mirador construit sur la crête la plus haute de Khenguetaoun, la côte 203. De Oued nous soustrait d'abord à la vue de l'ennemi, mais quand nous abordons une large bande de terrain plat, aucun obstacle ne nous protège. Nous collons au sol dès que le faisceau lumineux est sur le point de nous balayer, puis, le danger momentanément écarté, nous nous remettons à progresser. Nous sommes convenus de n'ouvrir le feu qu'à une distance de 600 mètres pour avoir le plus de chances de faire mouche. Nos canons sont équipés de systèmes de visée nocturne. Face à un objectif éclairé, la précision est encore meilleure. Arrivés à portée, nous nous mettons en place en évitant, toujours selon le même procédé, de nous faire repérer. Nous mettons rapidement en batterie et le premier coup part. Il n'est plus question de se camoufler. Les tirs de diversion commencent à se faire entendre, il faut en profiter et ajuster le nôtre. Le deuxième obus atteint le mirador de plein fouet. Nous exultons. Le troisième explose carrément dans le projecteur et plonge toute la scène dans l'obscurité. Pour faire bonne mesure, nous envoyons au même destinataire un quatrième obus. L'affaire conclue, nous répartissons entre plusieurs hommes les pièces du canon démontées en un tournement et rebroussons chemin. Poursuivis sans dommage par une débauche de rafale de 12,7 mm. Notre succès nous met en joie. Le lendemain, au milieu de l'après-midi, du haut de nos positions, nous assistons au montage à l'aide d'un hélicoptère du nouveau projecteur amené en urgence. Dans ma tête germe déjà un plan pour une autre attaque. Elle n'aura pas lieu pour d'autres raisons.
L'état-major général, tenant compte de mon expérience au combat, me confie le 25e bataillon. Le secteur est devenu difficile à tenir en raison de l'extension de la ligne Châle et de la topographie du terrain qui facilite les mouvements des troupes françaises. Il est devenu nécessaire, d'après le commandement, d'opérer des changements à la tête de cette unité. Ainsi, 2 officiers me sont affectés, Trad Saleh El-Warjini et Yahmed Djennouhat, respectivement second militaire et second pour les renseignements et les liaisons. Au bout de quelques jours, je conclus que le manque d'efficacité de l'unité est davantage lié à l'absence de maîtrise du terrain et au manque d'expérience des hommes, plutôt qu'à un manque d'engagement ou de courage. Leur ancien chef, Youssef Boubir, est un vétéran qui a servi dans la première zone. Après une courte période d'observation, je découvre une unité aux nerfs éprouvés par une pression considérable de l'ennemi, alors qu'elle n'y est pas suffisamment préparée.